Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier ? Faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est le 10e épisode de la saison Leadership et Authenticité. Et pour ce 10e épisode, je reçois une invitée de marque, c'est le cas de le dire. Mais avant de vous en parler, je voulais remercier le partenaire de cette saison qui est UKG. UKG qui est un éditeur de solutions de gestion des temps, de planification et de gestion de l'administratif RH. Le métier d'UKG, c'est de simplifier et d'automatiser les process pour que les entreprises aient la capacité justement de pouvoir libérer le plein potentiel du capital humain. Ça fait tout à fait écho à l'épisode du jour. L'idée, c'est de s'alléger des contraintes opérationnelles pour que les managers puissent se concentrer, les collaborateurs aussi, sur le développement de leur leadership. Et s'alléger des contraintes opérationnelles, se dégager du temps, c'est bien la clé du succès. Donc, avoir comme partenaire sur cette saison UKG était une évidence. Donc, merci encore à eux. Et maintenant, je passe à notre invité du jour. Donc aujourd'hui, j'ai le grand honneur et bonheur de recevoir Valérie Messica. Valérie est fondatrice et directrice artistique de la maison de joaillerie et haute joaillerie Messica. Valérie et ses équipes ont réinventé les codes de la joaillerie. L'ADN et la force de Messica, c'est d'avoir désacralisé l'achat du bijou au-delà des grandes occasions, d'avoir disrupté le diamant, puisqu'il s'agit de diamant. Mais Valérie, c'est avant tout une femme dont le leadership m'a tout de suite saisie dès notre première rencontre. Valérie est la preuve qu'on peut accomplir de grandes choses en écoutant son instinct et en suivant ses passions, mais également en laissant de la place à ses équipes, en les encourageant à écouter leur propre instinct, à laisser parler leur intelligence émotionnelle et en leur permettant de faire de cette aventure leur propre aventure personnelle. Et ce n'est pas une histoire, j'ai la chance d'être mariée à un de ses collaborateurs proches et je le vois au quotidien, je l'observe au quotidien. Valérie, c'est aussi une dirigeante, une femme publique dont j'admire la capacité à naviguer dans tous les univers, de ses collaborateurs aux égéries, en passant par les influenceuses, tout en restant accessible et en montrant de l'intérêt pour tous. Donc avec Valérie, aujourd'hui, on va bien sûr explorer les questions du leadership et de l'authenticité. Vous imaginez qu'on va parler d'instinct, d'intelligence émotionnelle, mais aussi de la manière dont elle se connecte justement à ses égéries, à ses univers, aux envies des femmes, qui sont ses clientes par rapport aux bijoux, et dont son leadership s'exprime, j'ai envie de dire, à 360 degrés. Je vous souhaite une bonne écoute, et je vous dis à bientôt. Bonjour Valérie. Bonjour Delphine. Merci d'être avec moi au micro du podcast aujourd'hui. Est-ce que je vais peut-être te laisser te présenter pour commencer. D'accord. Alors je m'appelle Valérie Messica, je suis fondatrice et directrice artistique de la maison de joaillerie Messica parisienne, créée en 2005. Je voulais qu'on parle avec toi de leadership. Alors d'abord, avant d'en parler, parce que c'est bien de définir de quoi on parle, je voulais avoir ta définition du leadership. Le leadership, bonne question. Je pense que c'est l'appétence, je dirais presque à la base naturelle, mais qui se travaille comme tout dans la vie, à faire que les gens nous suivent. Ouais, et comment est-ce qu'on fait ça ? En fait, je pense, après chacun sa méthode et chacun compose aussi en fonction de sa personnalité, mais je pense qu'il faut embarquer les gens avec des projets, on va dire, qui fédèrent, qui met des étoiles dans les yeux et qui fait que les autres se surpassent.
Et j'avoue que être assez gâtée dans mon entreprise, je constate ça tous les jours au sein de différents services et on sent que les gens sont embarqués par ce projet assez incroyable qu'on a créé il y a quelques années et ils le vivent aussi comme leur aventure personnelle et comme une manière de se dépasser tous les jours. Et comment est-ce que tu fais ça? Comment est-ce que ça se produit? Qu'est-ce que tu mets en œuvre au quotidien? En fait, c'est très organique. Je pense, je suis moi-même passionnée par ce que je fais. Je me lève et je dis aussi à mes filles que j'espère qu'elles auront cette capacité à trouver ce qui les anime et ce qui leur met des petits papillons dans le ventre. Je suis un peu à la fois actrice et spectatrice de ce que j'entreprends tous les jours, de par ma passion. Et en fait, tous les jours, petit à petit, j'entreprends des choses nouvelles. Je les partage avec mes collaborateurs, que ce soit des ouvertures de boutiques, que ce soit des égéries, que ce soit n'importe quoi, même tout ce qui est artistique, parce que moi c'est aussi beaucoup ma partie, la partie artistique. Et j'essaie même dans les services qui ne sont pas forcément artistiques de donner à mes équipes cette volonté que tout est possible et de aussi faire travailler leur intelligence émotionnelle et pas que intellectuelle. Et je pense que ça fait partie de ma personnalité et ça fait aussi embarquer les gens sur d'autres choses que seulement faire, on va dire de façon un peu didactique, ce qu'ils ont à faire. Et comment tu actives leur intelligence émotionnelle ? En fait, c'est une bonne question. Je pense que par exemple, je fais en termes de ressources humaines, quand j'identifie certains profils, je les fais travailler sur ce paramètre. Je les fais même bouger au sein de l'entreprise. Je leur donne certaines responsabilités, tout en étant quand même, je contrôle quand même des choses. Mais j'aime aussi leur laisser leur part de liberté et cette capacité à faire les choses avec leur instinct. Je dis souvent, on a l'habitude de dire il faut faire ceci, il faut faire cela, à leur dire voilà, écoutez, qu'est-ce que vous pensez naturellement qui vous vient quand il s'agit d'une prise de décision ? Essayez de faire marcher vraiment ce côté un peu pas animal mais instinctif de ce qui vous vient à la première réaction. Et qu'est-ce que tu as fait de plus extraordinaire en prenant appui sur cet instinct ? En fait, c'est d'avoir créé une maison dans laquelle il n'y avait pas de prise de parole. C'est-à-dire que comme j'ai eu la chance d'être née au milieu des diamants, à travers mon père qui était diamantaire, j'ai eu un rapport très libéré, très spontané avec le diamant. Et quand j'ai créé ma marque de bijoux, je l'ai fait avec cette même liberté et cette même spontanéité. Parce que j'ai commencé à dire, il faut apposer du diamant sur la peau des femmes, il faut le faire de façon très libérée, très, légère, parce que j'avais cette légèreté en moi, ce côté non intimidant du diamant, que j'ai transmis de façon extrêmement spontanée dans ma maison, dans mes produits, dans ma communication. Et finalement, les femmes se sont appropriées ce projet en achetant des bijoux pour elles-mêmes. Et pas en attendant finalement que ce soit leur homme qui leur offre, ou se dire éventuellement, mon mari m'offrira un diamant, j'attends, et puis plus il sera gros, plus ça montrera qu'il sera riche. Non, en fait, Messika, c'est le plaisir de s'acheter un bijou, soit pour soi-même, soit pour son mari, soit pour quelqu'un qu'on aime, mais c'est le plaisir aussi de le porter comme un élément de style et qui renforce une personnalité, un éclat. Et je pense que ça s'est fait de façon spontanée parce que moi-même, j'avais cet accès. Donc, finalement, il n'y a pas eu de stratégie marketing, les choses se sont faites avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion, et ça s'est transmis en fait de façon organique, je pense, parce que tous les gens, enfin pas tous, j'exagère, mais même je vois que les gens sont piqués en fait au projet. Ouais. Par rapport à ça, tes collaborateurs aussi. Ouais. Et je voulais te parler aussi d'authenticité avec le leadership, mais ça touche beaucoup du doigt, parce qu'en fait tu parles beaucoup d'authenticité là, parce que tu parles de ce que tu ressens, de l'instinct, de ce que tu essaies de leur transmettre. Est-ce que ça a une place importante pour toi dans ta façon d'emmener tes équipes ? En fait, moi, je crois qu'il faut pas, dans la vie, je dis pas qu'il faut être tout transparent. Oui, mais ça c'est il y a quand même de l'authenticité qui transpire. Alors comment tu définirais justement l'authenticité ? Parce que tu dis qu'il faut pas être tout transparent.
Dans le sens où je demande pas à ce que tout le monde se dévoile et soit y a de la pudeur. Je veux dire, je comprends que pas tout le monde peut être complètement transparent, mais je dis souvent que que ce soit les collabs qu'on va faire, que ce soit les actes qu'on entreprend, il y a toujours de la sincérité et de l'authenticité, et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche, Messika. C'est que je préfère ne pas faire un projet s'il me ressemble pas, je préfère être honnête avec mes collaborateurs quand je les embauche, je leur dis il faut savoir conduire de façon sportive chez nous. Et si votre tempérament n'est pas OK avec ça, si le côté, et ça ne peut pas aller avec tout le monde, de décider des choses la veille pour le lendemain, parce qu'on est une société réactive, on est une société opportuniste, je préfère le dire. Parce que c'est aussi ça, d'être transparent avec ses collaborateurs. C'est de ne pas leur faire penser qu'on va forcément changer, parce que la force de Messika, c'est aussi cette adaptabilité. Donc il faut que ça corresponde au caractère des personnes. D'accord. Et est-ce que tu penses à des leaders, tu observes, voilà, est-ce que tu as des exemples de leaders dont tu as envie de parler, qui t'inspirent? J'avoue que j'ai pas du tout révisé ma copie sur ce sujet, mais pas grave. Ça vient de façon spontanée. En termes de leaders, j'ai des personnes charismatiques comme Mandela, des gens comme ça qui ont amené des pays quand même à faire des grandes choses. Après, il y a des entrepreneurs, on va dire plus. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes comme Xavier Niel. Je sens que leur manière de parler, il y a quelque chose d'embarquant. On adhère ou on n'adhère pas. Moi, j'ai jamais pensé que j'étais un leader. Donc, non, mais c'est vrai, je me suis vraiment construite ce rôle sans forcément le fabriquer. C'est-à-dire que les choses se sont faites de façon naturelle. Et je ne soupçonnais même pas avoir ça en moi, pour être honnête. Mais j'ai jamais... Donc pourquoi je te dis ça, c'est parce qu'en fait, j'ai jamais observé les gens en me disant c'est un leader incroyable, j'aimerais devenir comme lui. Donc je suis pas... D'ailleurs, je ne regarde pas trop autour de moi les gens dans mon métier. Je suis pas trop dans le... Je suis ma route, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, tu compares pas, tu vas pas chercher, tu suis ta route, tu suis tes convictions, tu suis Exactement. Voilà. Et tu suis tes convictions en laissant de la place quelque part à tes collaborateurs, parce qu'à la fois ce que tu disais au départ, c'est que tu es quelqu'un qui a une forte conviction, une forte intuition, et en même temps tu leur laisses faire leur chemin, prendre leurs décisions. Ce qui est pas toujours évident, parce que parfois quand on a des convictions fortes, on a envie que tout le monde les suive. J'arbitre à la fin, mais j'aime bien entendre, j'aime bien écouter. D'accord. C'est important pour moi. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai une manière un peu collégiale quand même. J'arbitre, mais j'aime bien quand même entendre l'avis des autres. Donc pour me faire le mien. Tu t'éclaires des avis des autres, et après tu gardes ton rôle de décisionnaire et d'arbitrage. Et je voudrais revenir sur la notion d'authenticité et de personnages publics, parce que il y a des leaders qui ne sont pas des personnages publics, il y a des leaders qui en sont. Tu en es un en partie. Tu côtoies des personnages publics vraiment. Comment est-ce que tu vois ces personnes justement jouer avec cette authenticité qu'on nous demande aussi aujourd'hui quelque part en tant que leader, comment est-ce que tu les vois jouer avec ça plus ou moins confortablement? Une fois de plus, je dis pas que tout le monde doit être authentique, mais ceux qui ont bien percé aujourd'hui, et avec les réseaux, après, il y a des choses qui peuvent être fabriquées et préfabriquées, mais quand même, il y a des choses qui mentent pas, et à la fin de la journée, comme disent les Américains, il y a quand même une épice qui se sent ou pas. Après, il y a des gens qui peuvent adhérer avec la non-authenticité, un personnage fabriqué, bien sûr. Plaît. Enfin, chacun sa méthode. Mais là, récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois Carla Bruni et tout, et qui a quand même été première dame. Et j'ai été stupéfaite par justement son éducation, sa manière de, pendant qu'on travaille ensemble, de respecter tout le monde, pas de pause déjeuner, bonjour, au revoir à tout le monde. Je trouve qu'il y avait quand même une élégance humaine dans cette femme, et aussi une force de travail, parce que franchement elle bosse, elle est passionnée, c'est une maman, ça a été une première dame, une mannequin internationale, aussi une chanteuse. J'aime bien la versatilité de ce genre de personnage qui arrive en fonction du contexte, en fonction des personnes avec qui elle est,
à rester elle-même, mais en même temps à donner le change. Et ça fait partie de mes valeurs. Et ce genre de personnalité, j'aime aussi. C'est marrant parce que c'est exactement comme ça que je te définirais. Ah ouais? Oui. Ah bah, merci. Je reviens. On parle à Carla. Non, parce que cette capacité à naviguer à la fois avec tes collaborateurs, avec des égéries, ouais. Avec aussi le monde de l'influence qui pas toujours évident. Enfin, je veux dire des influenceuses. Alors c'est beaucoup des femmes, donc on va parler surtout de femmes, des mannequins, voilà. En t'adaptant, c'est aussi pour moi quelque chose d'important. Enfin, c'est pas pour moi c'est un travail d'accessibilité qui est important et de quelque part de respect de l'autre, de non-jugement et que je trouve pour ma part extrêmement difficile. Pour toi en tant que personne avec ouais. C'est vrai. Bah en fait moi c'est assez naturel et tu vois par exemple une fille comme Kate Moss, c'est voilà j'ai habité, j'ai grandi avec un imaginaire de la fille rock'n'roll, de la fille un peu voilà qui avait peur de rien, etc. Et j'ai eu la chance de la rencontrer, c'est devenu mon égérie. Puis après, j'ai fait une collaboration avec elle. Donc j'ai travaillé, j'ai fait des séances de travail, je suis allée chez elle. Donc je suis rentrée dans son intimité, j'ai appris à la découvrir et j'ai découvert une personnalité hyper fragile, comment dirais-je, avec plein de fragilité, avec plein de côtés insécures. Et en fait, tu te dis que aussi la force de s'adapter aux gens, c'est de comprendre en fait leur vrai intérieur et que finalement parfois ceux qui peuvent te donner un peu l'impression qu'ils sont robustes finalement ils sont hyper fragiles, ceux qui sont hyper fragiles finalement ils sont peut-être très forts à l'intérieur. C'est d'apprendre à un peu comme, je veux pas être métaphorique comme mon père, mais que les facettes de la personnalité des gens ressemblent un peu à celle d'un diamant, il y en a plusieurs, la personne te montre ce qu'elle a envie de te montrer, mais il y a quelque chose derrière qui est à gratter et qui est intéressante. Et à partir du moment où tu comprends que voilà, personne n'est parfait, personne ne te montre parfaitement tout, ben ça te donne aussi envie de pénétrer les gens et de leur montrer de façon non dite, hein, parce que finalement on se dit des choses là, mais il y a des énergies qui transpirent entre toi et moi, avec les personnes qui vont nous écouter. Donc il y a on va dire le langage, mais ouais. Le langage qui n'est pas dit est tout aussi important que celui qui est dit. Et dans mon rapport au quotidien, je pense que j'ai cette faculté à faire ressentir des choses qui me permet aussi de ne pas être dans des rapports de force avec les gens. Et ça, je trouve que c'est aussi... après, il y a des leaders qui gèrent par l'autorité. Il y a des leaders qui chacun a son style, en fait. Hein, c'est ça qui est intéressant. Cas, puisqu'on est là pour parler de ma manière à moi de gérer, le leader, c'est aussi ça. Non, parce que en fait, le leadership, effectivement, c'est bien le fait d'inspirer, d'emmener, d'embarquer et d'embarquer des personnes, mais aussi d'être à l'écoute, comme tu le disais. Mais après, on a différents curseurs, heureusement. Enfin, ce qui est important, souvent, quand on me demande de former des managers en leadership, je dis mais on va commencer par le pourquoi, en fait. Quel leader ils veulent être, parce que le reste, ça sert à rien. C'est vrai. Les outils ne servent à rien si on ne sait pas quel leader on veut être. Et on n'a pas tous, heureusement, besoin de trouver une mission de chevalerie ou autre. On peut le faire dans un boulot traditionnel, mais avant tout, finalement, quel leader j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres? Comment j'ai envie de fonctionner avec le collectif? C'est intéressant ce que tu me dis parce que, en fait, comme je travaille jamais sur mon leadership, je l'analyse pas particulièrement, mais si aujourd'hui tu me donnes l'occasion de l'analyser, je veux être le leader qui correspond le plus à ma personnalité. Parce que je ne veux pas me singer ou me déguiser ou mettre une veste de costume qui est trop grande pour moi parce que finalement je sens que je l'assumerai pas dans le temps. Et pour la petite anecdote, je travaille avec mon mari, comme tu le sais, on est très complémentaires, il est CEO donc il a un rôle important dans l'entreprise, mais on n'est aucun rapport en termes de personnalité. Et souvent, j'ai 6 ans de plus, donc j'ai très certainement aussi un peu plus d'expérience ou de sagesse. Lui, il va être foncé. Il va aller directement dans le vif du sujet où il veut trancher. Moi, j'ai besoin de mûrir et j'ai aussi besoin de comprendre le timing. Parce que dans la vie, il y a toujours le timing. Le temps. Il faut être au bon moment. Dire les choses, par exemple, ça peut t'arriver dans ta vie personnelle avec ton mari. Je sais pas si tu arrives à analyser ça, mais il y a des choses, si tu veux lui faire passer un message, faut choisir le bon moment. Faut choisir le bon moment. Et je pense que aussi, dans ma manière de faire mon leadership, de prendre une décision, en fait, j'ai aussi cette notion de timing.
qui reste un curseur. Qui est super intéressante et super important. C'est quelque chose, on en parlait avec un de mes invités sur le feedback, c'est-à-dire que le feedback, tu le fais pas, voilà, c'est pas un rendez-vous, il faut vraiment choisir le moment et faire attention au moment. Et voire parfois demander si la personne est OK pour recevoir un feedback à ce moment-là. Ouais. Et c'est vrai que on est tellement dans une société de l'immédiateté qu'on peut avoir tendance à oublier ça, et c'est effectivement un curseur très important. Est-ce que tu penses que le leadership tel qu'on l'aborde depuis tout à l'heure au sens large, est-ce que c'est quelque chose dont on a particulièrement besoin aujourd'hui? Est-ce que tu sens que justement par rapport à tes collaborateurs aussi, au fait de les garder, parce qu'aujourd'hui toutes les entreprises ont du mal à recruter, du mal à garder les gens, est-ce que tu penses que c'est une notion qui est importante, qui est particulièrement importante? Le leadership? Ouais. En fait, depuis le début qu'on se parle, le mot leadership, je l'associe inconsciemment, en ce qui me concerne, plus à de l'inspiration. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais le leadership, bien sûr. Il y a dans le côté leader, oui, ça veut dire on est devant et les autres suivent, mais j'ai l'impression que embarquer, c'est et ça, c'est inspiré. Et les réseaux sociaux ont ça aussi, parce que moi je reçois des témoignages de femmes, notamment pas mal sur mes réseaux et tout, qui disent le mot inspirante est très à la mode, mais qu'est-ce que veut dire? Ça veut dire ça me donne envie d'être ou de me projeter ou de faire à ma façon. Il y a un côté et ça donne de l'espoir aussi. Absolument. Et c'est pour ça que l'authenticité est importante, parce que quand tu parlais tout à l'heure de Carla Bruni ou de Kate Moss, c'est important de découvrir aussi ces faces-là, parce que ça nous aide à nous connecter quelque part et à nous dire voilà, c'est possible, à nous dire que c'est possible aussi. C'est possible, c'est ça. Et que c'est excellent. Et je voulais on va bientôt arriver à la fin. Je voulais dire quelque chose. En fait, tu as reçu un insigne important il y a peu de temps, chevalier de Légion d'honneur. Et une amie qui t'est chère a mis quelque chose sur les réseaux que j'ai relevé parce que j'ai trouvé que c'était une définition magnifique du leadership. Donc je lui ai dit, et je voulais la citer aujourd'hui, c'est: tu es l'exemple que la puissance ne s'exprime pas avec les armes, mais bel et bien avec l'audace, le partage, l'instinct et ce sens commun que nous avons de laisser une grande part à l'émotion dans nos vies, qui nous guide vers le bon chemin. Ne quitte jamais cette trajectoire qui te va si bien. J'ai l'impression que ça résume bien tout ce qu'on s'est dit quand même. C'est une très 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 émouvante phrase et qui me parle, parce qu'effectivement on a fait tout ça sans jamais penser que c'était possible, ni même en visant cette perspective. Et ça, c'est vrai que ça fait partie de la magie d'une aventure humaine et d'un leadership, et parce qu'en fait un leadership c'est un tout. Enfin, on a l'impression que c'est pyramidal, mais en fait c'est un groupe. C'est un écosystème. En fait, tu serais pas la leader que tu es sans ton écosystème. Exactement. Et je leur dis tous les jours. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Delphine. Merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand nombre, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.